malheureusement nombreux, ces travailleurs migrants qui, voulant saisir les opportunités qu'offrent les pays du Golfe, se retrouvent pris au piège dans une forme d'esclavage qui leur laisse peu de chances de s'en sortir sans séquelles. Vous suivez ces midis sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire, le thème suivant. En péril au Koweït, Pauline a eu la vie sauve grâce à M. Ndri, à qui elle veut exprimer sa gratitude. Le sieur Dr Philo, comme d'habitude, se prononcera sur la thématique du jour. Et nous aurons le grand bonheur de recevoir une invitée qui nous vient tout droit du Sénégal, Seynab Diop Sow. Elle est journaliste, on aura le temps de la découvrir dans quelques petits instants seulement. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission également, on va voir qui se cache de l'autre côté des vestiaires, celui à qui nous devons rendre hommage en ce jour. Les émissions se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Merci d'opter pour le nec plus ultra de la télé, parce que c'est midi! Ça va, tout va bien? Tout va bien? On est dans une autre émission où on est à c'est midi? Parce que c'est midi! Ouais! J'ai l'impression que de ce côté-ci, la faim commence à vous gagner. Je me trompe? C'est vrai? Vous n'avez pas pris le petit déjeuner aujourd'hui? Non? Je sais ce que vous avez l'intention de me dire. Caroline, qu'est-ce que tu attends pour nous inviter? D'accord, le jour où j'ai le temps, je vous invite tous, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Eh bien, comme je le disais, Dr Philo est là, il est à son poste. Il se chargera certainement de nous lire les messages et commentaires des téléspectateurs. Avec le QR code qui va s'afficher au cours de l'émission, et donc il suffit de scanner, de poser des questions. Et puis, vous l'avez dit, Caroline, les émissions se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Voilà, chaque émission est particulière. Ouais, on me voit comme ça, il y en a qui ont commencé à murmurer, porte-à-porte. Ça n'a rien à voir. Non, non. Quand je rentrais, il a un pote, il a un pote. Vous m'avez dit ici, pote. Non. Voilà, c'est juste une tenue, puis bon, voilà. N'est-ce pas, Madame Diop? En tout cas, voilà. Madame Diop, Seynab Diop Sow, journaliste conseillère du directeur général chargé de la coopération. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Ouais, pendant plus de 20 ans, vous avez présenté le journal télé de 20 heures. C'est pas donné à tout le monde, hein, le journal de 20 heures. Non, de 92 à 2012. À 2012. À 2012. Ouais. J'ai fait le journal de 20 heures, effectivement, de 1992 à 2012. Et ensuite, j'ai été directrice de la télévision. Et maintenant, je suis un peu dans l'ombre. Je suis conseillère du directeur général chargé de la coopération. Aquaba, chez nous. Merci. Alors, votre présence en Côte d'Ivoire se justifie certainement par un motif bien précis. Effectivement, nous sommes ici déjà dans un pays ami. Et comme vous le savez, toutes les télévisions africaines et radios sont de fait des partenaires. Et je suis là avec des collègues et nous sommes venus ici à Babi, comme on l'appelle à Abidjan. Babi, qui est le plus doux au monde. Oui, Abidjan, c'est... Même si on n'a pas remporté la CAN. Et puis, effectivement, comme on dit, Abidjan, c'est doux. C'est doux, hein? Oui. Donc, ça sera quoi les enjeux de cette collaboration? Donc, on est venu s'inspirer de l'expérience de RTI Distribution. D'accord. Parce que, quoi qu'on dise, tout le monde reconnaît à la Côte d'Ivoire son expérience et son expertise en matière de production, de documentaires, de films, de fiction. Donc, vraiment, on est venu s'inspirer vraiment de l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière. Et je suis là avec des collègues et vraiment, on a été bien reçus et tout. On est en... Excusez-moi, je veux m'adresser aux téléspectateurs ivoiriens particulièrement, parce qu'ils sont très, très exigeants. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle a dit. Ils sont venus s'inspirer de notre expérience parce que tout le monde reconnaît notre valeur, tout le monde reconnaît notre savoir-faire. Franchement, apprenons à apprécier ce que nous avons. Et nous, ça nous fait énormément plaisir.
On aime beaucoup Dakar, on aime beaucoup les Sénégalais et puis on s'est tellement réjouis de leur victoire. Bon. Merci. Et puis on à la CAN. Oui, un directeur général tellement dynamique qui aime vraiment avoir des challenges et les réaliser. Donc nous avons déjà 5 chaînes de télévision, 2 à Dakar et aussi dans les régions. Et nous ambitionnons vraiment de mailler tout le territoire. Nous sommes déjà passés de l'analogie en HD, Full HD. Donc vraiment, on veut davantage ferrer les téléspectateurs qui sont notre raison d'être et qui sont la raison d'être de toutes les télés, j'imagine. N'est-ce pas? Hein? Vraiment. Donc, sans vraiment, téléspectateurs, on n'a pas de télé. On n'a pas de raison d'être. C'est cela. Donc vraiment, on est venu voir comment ça marche ici. C'est super. Pour aller vraiment reproduire ça chez nous. Et bon, en tout on cas, est encore là. On vous souhaite une belle immersion. Merci. Merci beaucoup. Et puis, encore une fois, merci d'avoir accepté d'être la chroniqueuse star de ce mardi. Ensemble, nous allons donc cuisiner. De toutes les façons, c'est votre travail, donc je suis sûre que vous n'avez pas perdu vos repères. Alors, notre invitée du jour se nomme Yabré Pauline. Elle est sans emploi et réside à Bingerville. C'est donc en 2016 qu'elle optait pour l'aventure au Koweït dans l'objectif d'avoir une vie meilleure. Pauline, bienvenue sur notre plateau. Tout va bien, hein? Ça va, tout va bien? D'accord. Dans quelques instants, on aura l'occasion d'entendre votre témoignage, mais qu'il nous soit à présent permis d'en avoir quelques bribes avec notre très cher ami Raymond Hadji. Victime de plusieurs années d'esclavage au Koweït, Yabré Pauline revient de loin. En 2013, cette jeune fille coiffeuse formée dans une localité du département d'Abengourou débarque à Abidjan dans l'espoir d'échapper à la misère. Déterminée à se battre pour s'affirmer, elle bute néanmoins sur des échecs à répétition qui la feront succomber au rêve koweïtien. L'idée d'immigrer dans un pays à la réputation économiquement reluisante la convainc de ce que sa souffrance est enfin à son terme. Ce qu'elle ignore, c'est que ce n'est que le début de son calvaire. Dès son arrivée à l'aéroport de Koweït City, elle se voit privée de tous ses documents administratifs et de son téléphone portable. Pendant 3 ans, elle est réduite à travailler comme une esclave, brimée à souhait par ses maîtres avant que sa vie soit sauvée par Hervé Ondrikwaku, responsable d'une ONG qui met tout en œuvre pour obtenir son retour en Côte d'Ivoire. Ce mardi, elle le surprend sur le plateau de ses midis pour lui exprimer toute sa reconnaissance. À vous, Caroline. Merci beaucoup. C'était donc la voix d'Espérance Kwaku. Alors, Pauline, on revient à vous. Pauline, on aimerait savoir ce que vous faisiez avant d'aller au Koweït. J'aimerais vous dire merci d'abord. J'étais une coiffeuse. Coiffeuse. C'est en 2013 que je suis venue sur Abidjan. J'ai quitté au village, département d'Abengourou. D'accord. Alors, je suis venue au village à Abidjan en 2013 pour chercher du travail à faire, pour faire mon salon de coiffure. Et quand je suis arrivée sur Abidjan ici, j'ai travaillé dans les salons de coiffure, mais souvent, tu n'arrives pas à trouver une bonne personne qui va au moins te payer, au moins pour faire ton salon de coiffure. Et c'est là que j'ai rencontré une camarade qui m'a dit « Ah, je connais quelqu'un qui fait partie des gens au Koweït. Alors, si tu reviens, tu peux faire ton salon de coiffure. » Et comme j'avais besoin d'argent aussi pour faire mon salon de coiffure, alors je l'ai accepté et je lui ai demandé, mais comment on peut faire pour aller là-bas? Elle dit, il y a quelqu'un spécialement qui peut te faire partie, même si tu n'as pas d'argent, peut te faire partie. J'ai dit, ok. Donc c'est là, le monsieur lui-même en question m'a contacté, alors on s'est rencontrés. Il m'a dit, ah, c'est moi, je fais partie des gens. Elle avait cette information, hein? Elle avait déjà tenté l'aventure. Oui. Elle-même, elle était là-bas. Elle était là-bas. Voilà, et ça s'était bien passé pour elle? Bon, elle m'a dit que ça s'est bien passé, mais au fait, elle n'a pas duré là-bas. Elle n'a pas duré? Elle n'a pas duré là-bas. Peut-être qu'elle ne vous a pas dit toute la vérité. Bon, je ne sais pas. Enfin. Voilà. Elle est partie, elle n'a pas duré là-bas, elle était enceinte. Quand elle est arrivée là-bas, elle a constaté qu'elle était enceinte. Donc, elle est revenue pour accoucher. Et c'est là, moi, je suis partie. Donc, quand le monsieur m'a appelé, et je lui ai dit que je n'avais pas une pièce d'identité. Et il m'a dit, moi-même, je peux faire ta pièce d'identité. Envoie ma pièce de ta maman plus ton papa. J'ai dit, ok, donc je suis partie au village. Je suis allée chercher pièce de mon papa plus pour ma maman. Et lorsque je suis arrivée ici, il a dit que non, pour toi, ça ne peut pas aller vite, que j'ai trouvé quelqu'un qui
qui peut donner sa pièce d'identité où on peut faire pour toi, avec pour toi rapidement, tu vas partir. Ah, je lui ai demandé, est-ce que ça, là, ça ne va pas causer problème? Il m'a dit non, que ça ne peut pas causer problème. Ce n'est pas sa première fois de faire. Lui, il a l'habitude de faire ça. J'ai dit, OK. Donc, il m'a nommé Shérif Kadi. C'est là on a pris pièce, on a fait mon passeport avec. C'est là que je lui ai demandé, bon, puisque moi, je ne suis jamais partie là-bas. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Explique-moi comment ça se passe là-bas. Et il m'a dit, c'est les travaux mélangés que tu vas les faire. Mais arrivé là-bas, vous vous reposez et après, tu travailles. D'accord, on va donc marquer une pause à ce niveau. On parle donc du phénomène de la traite des êtres humains. Donc, tous les téléspectateurs auront la latitude d'en savoir un peu plus au cours de notre échange. Docteur Philo, vous êtes notre consultant humoristique. On vous laisse donc la place. Allez-y. C'est Docteur Philo. Elle a déjà entamé. Madame Diop, vous pouvez, voilà. Vous pouvez les porter, ce n'est pas pharmaceutique. Voilà. C'est ma collègue chroniqueuse. Je ne vais pas ressembler à une gonon avec ça. Je comprends la complicité. On ne sait pas quand on peut aller au Sénégal là-bas. Qui va nous héberger? Ah, mais je ne vois rien avec alors. Bon. Vous voyez bien que c'est... C'est en plastique, on dirait. Oh, non, c'est en hébreu. C'est une matière. On le voit que déjà, elle avait déjà commencé à parler. On voit déjà que c'est avec la complicité de nos frères déjà. Et donc, venez rendre hommage à M. Ndri, c'est bon. J'ai toujours dit ici dans cette émission que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Ce que vous faites là, c'est bien, vous êtes reconnaissante. En même temps que Mme Diop, qui est reconnaissante quand même vis-à-vis de la RT, avec la qualité des émissions. Bon, c'est sûr aux yeux de tout le monde. C'est un exemple d'humilité. C'est le Cameroun qui fait semblant. Sinon, mais ça quoi le numéro. Alors, je vais passer. Quelle idée. Et je dis que c'est d'actualité. Les pays du Golfe et du Golfe Persique particulièrement, le phénomène est là. Porte-à-porte, il existe et c'est dommage. Et il prend plusieurs formes. Il prend plusieurs formes, avec la complicité de nos propres frères. On ne va pas jeter la paix à tout un État. C'est pour dire que quand même ces États-là, ils ont des représentations diplomatiques chez nous. Il dit que c'est des États normaux comme tout autre. Mais seulement que dans tout État, il y a des brebis galeuses. C'est à ces brebis-là que je vais m'adresser. Des êtres humains comme ça, vous ne pouvez pas les prendre et les maltraiter. En même temps, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Mais dit que à nos parents de bien surveiller nos enfants. De bien éduquer nos enfants. Mais excusez-moi, là, je ne la plains pas, je ne la juge pas, mais je les trouve naïves quand même. Elles ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Parce que ma sœur, ce que vous allez faire chez les autres, là, vous pouvez le faire chez vous. Voilà. Et gagner dignement votre vie. Madame, c'est ce que je suis en train de dire. C'est avec la complicité. Ce monsieur qui l'a pris pour faire ses papiers, tout ça là. Généralement, nous avons un certain nombre de valeurs. Donc, c'est un grand frère, c'est un tonton qui s'approche de nous et qui nous rassure. Donc, c'est à nous, parents, de prendre nos dispositions. Quand elle allait prendre ses papiers chez ses parents, elle peut-être se confier à ses parents pour dire, ils allaient dire, tu vas faire quoi avec ces papiers-là? Donc, aux parents de faire très attention, de voir où nos parents, nos enfants savons. Et même au sein, même où on fait les... Parce qu'on ne se lève pas pour partir comme ça. Où on fait les comment on appelle les trucs là? Les visas, les documents de voyage, les visas. Il faut beaucoup de rigueur là-bas. Tu t'en vas faire quoi? Tu t'en vas chez qui? Parfois même pour l'Europe, on demande même si la personne d'avoir une lettre d'invitation et autres. Donc il faut prendre toutes ces dispositions. Raison pour laquelle les populations doivent être suffisamment sensibilisées. Voilà. Justement, elles le sont. Les gens parlent tout le temps ce genre d'arnaque, mais c'est à croire que... bon. Hein? Et puis, comment une Africaine peut aller coiffer les cheveux d'arabe comme ça là? Tu as vu? Il faut que le message puisse bien passer. Hein. Il y a même des intellectuels, voilà. Ça laisse berner. Vous avez c'est plusieurs formes. Ils trouvent toujours des trucs, des échappatoires. Et pour clore mes propos, j'ai dit, on a parlé de porte-à-porte, Dubaï et autres. 2 jours là, ça traîne chacun des fois. Ils sont en train de partir vers Istanbul. Là-bas, là, ça ne va pas être porte-à-porte. C'est goudron ta porte, ils vont déposer dessus. Et quand vous allez revenir, venez nous dire, il y a eu ça, il y a eu ça. Voilà, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités et surtout vigilance à nos parents et surtout aux autorités. D'accord. Voilà. Je pense que les gens ont assez alerté. Les gens ont assez alerté sur ce genre de phénomène, mais c'est à croire qu'elles aiment aussi se laisser berner chaque jour. Parce que ça, c'est ce genre de choses-là, on en a parlé, reparlé, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est dans toute l'Afrique. On en a parlé et reparlé, mais ça se reproduit. Oui, c'est vrai qu'on en parle, mais en même temps, elles ne sont pas à 100% responsables. Hein. Je pense que toute la société est responsable, que ce soit les familles, que ce soit nos gouvernants. C'est aussi à nos États de pouvoir mettre des structures adaptées
en place pour permettre aux jeunes gens de se sentir mieux chez eux. Parce que si nous vivons dans des pays très instables, la tendance serait que les jeunes aillent voir ailleurs pour un avenir meilleur. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, on revient donc à votre témoignage, mademoiselle Pauline Yabré. Justement, donc, finalement, vous êtes dans cet engrenage, vous vous retrouvez au Koweït avec de faux papiers. Oui. En plus. Et quand je lui ai demandé, est-ce que si j'arrive là-bas, comment ça se passe? Et il m'a dit qu'arrivé là-bas, tu travailles, tu te reposes bien, tu manges comme tu veux et on te paye ton salaire. Et le salaire, il devait se lever à combien? À 165 dinars. Et converti en francs CFA, ça revient à combien? Je crois que ça fait 300 et quelques. À peu près 300 000 francs. 300 000 et quelques. D'accord. Alors, donc, je l'ai accepté et je suis partie. Et lorsque je suis arrivée à l'aéroport, c'est là que je constate que j'ai été vendue aux Arabes. Parce que donnez de la voix. Essayez de parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Lorsque je suis arrivée à l'aéroport, c'est là que je suis que j'étais vendue aux Koweïtiens, puisque je n'étais pas seule. Dans ce cas, je n'étais pas seule. On était nombreux avec femmes comme garçons. Je n'étais pas seule. C'était à peu près combien? À peu près 15 ou 20 comme ça. Et on est parti. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, ils nous ont tout arraché. À l'aéroport de Koweït, ils nous ont tout arraché. Et ils ont arraché nos passeports, sacs, tout. Et ils sont venus nous chercher. Philo, vous n'avez pas remarqué que c'est toujours le même scénario? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on traite ce genre de sujet, mais c'est identique, c'est tout le temps le même scénario. Oui, ils ont tout arraché et ils nous ont menés dans une agence. Bon, quand on est arrivé là-bas, nous sommes assis par terre, d'autres sont assis sur une chaise, on attend. Maintenant, eux, ils viennent maintenant pour demander celle-là, elle est combien, lui-là, elle est combien. Maintenant, on discute maintenant avec celle qui est dedans là-bas. C'est elle maintenant qui vient, qui donne les prix. Maintenant, on te prend et puis on s'en va à la maison. Et moi, lorsque je suis arrivée à la maison, elle m'a dit, dépose ton sac et tu commences à travailler. J'ai déposé mon sac au dehors, j'ai enlevé ma chaussure et j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé parce que je suis arrivée là-bas à 22h. De 22h jusqu'à 4h du matin, elle m'a dit que bon, ça va, il faut prendre ton sac. Viens, je vais te montrer ta maison. Et quand je suis arrivée, quand elle a ouvert la porte, dès que j'ai vu la maison, je suis découragée. La maison ressemblait à quoi? La maison était très petite et bien sale. Ça sentait mauvais même. Et dans la maison, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière. La porte là est petite comme ça. Et quand tu ne te dépêches même pas pour rentrer dedans, on te chute pour te jeter dedans. Et puis, elle a fermé. Et quand elle a fermé, j'ai pensé que le lendemain, elle allait venir me faire sortir et je vais aller travailler. Elle m'a laissé dans la maison quand 3 jours, sans l'eau, ni manger. Elle vivait où, elle? Elle vivait dans la cour. Elle vivait dans la maison. Avec sa famille? Avec sa famille. Tout le monde vivait là. Mais toi, ta maison est derrière, juste derrière là-bas. À quelque part là-bas, mais c'est dans la cour là-même. Alors, je suis restée dans la maison jusqu'à 3 jours. 3 jours après, quand elle est venue, elle a ouvert la porte et dit « Sors ». Lorsque je suis sortie... C'était une sorte de prison, quoi. Oui. C'est-à-dire que vous êtes resté là à ne rien faire dans la maison, sans eau, sans manger. Et le troisième jour, elle vous ouvre la porte. Elle dit « Sors ». Lorsque je suis sortie, j'ai vu les bois qui étaient déposés. Quand elle a soulevé le bois, elle a commencé à me taper avec le bois. Pourquoi? Pour ne rien. Je ne sais pas, elle a commencé à me taper avec des bois, sors. Et quand elle a fini de me taper, je saignais partout. Elle m'a dit, viens. Elle a suivi, on est arrivé dans la cuisine. J'ai vu qu'elle a mis les fers dans le feu. Tout était chaud, avec des couteaux. Elle dit, il faut te déshabiller. Je dis, pourquoi faire? En même temps, elle est venue, elle a déchiré tout l'habit qui était sur moi. Elle m'a déshabillé nulle. Et elle a commencé à me taper avec les fers chauds. Elle m'a piqué avec des couteaux. Mais selon vous, pourquoi elle agissait de la sorte? Au fait, quel acte vous aviez posé? Rien. Je lui ai demandé, madame, je vous ai fait quoi? Elle a dit que je t'ai acheté avec mon argent, donc je fais de toi ce que je veux. Vous pouvez comprendre ça, madame Diop? Franchement, non. Vous pouvez trouver une explication à cette barbarie? C'est inhumain, c'est inhumain, c'est de la folie, moi je trouve.
Sans aucune raison, elle vous agresse comme ça, elle dit qu'elle t'a acheté cher. Et elle échangeait avec vous dans quelle langue? En arabe. Est-ce que vous compreniez En ce moment, je ne comprenais pas arabe, mais elle avait un petit téléphone, avait un portable. Donc, elle parle en arabe, ça traduit en français. Et quand moi, je parle en français, ça traduit en arabe. C'est comme ça, c'est comme ça vous échangez. C'est comme ça. Et quand elle a fini de me taper comme ça, où je saignais partout, c'est maintenant elle me donne travail. Va travailler. Tu travailles 1 minute, 2 minutes après, elle vient et te frappe encore. Malgré que tu saignes, tu es traumatisé, tu n'as même pas mangé pendant 3 jours, on te fait sortir, on te frappe, on te fait tout ça là. Mais tu travailles, tu as fini de travailler à 6 heures, on vient te faire sortir à 6 heures, de 6 heures, tu travailles, on te frappe, tu travailles, on te chicote jusqu'à 4 heures du matin, avant d'aller te remettre dans la maison. Or, elle mesure l'eau, pot de céleste, 100 francs là, elle mesure ça en bas, juste petit. Pain, elle te donne juste petit, elle coupe petit, elle te donne, elle te jette dedans, elle te dit bon, va pisser et elle te met dedans. Et ça a duré combien de temps cette maltraitance? Quelquefois, ça a duré jusqu'à 3 ans. 3 ans? 3 ans, oui. Comment vous avez fait pour survivre? Bon, j'étais dedans comme ça. Mais avec l'habitude, à un moment donné, la maltraitance a diminué quand même. Vous n'avez pas me dit que pendant 3 ans, elle vous battait comme ça? Bon, 2 fois, bon, chaque jour que Dieu fait, on te frappe, mais souvent, on ne te frappe pas trop. Souvent, on ne te frappe pas trop. Et souvent aussi... Non, mais ça ne fait pas rire. Souvent aussi, c'est trop grave. Souvent, c'est des couteaux avec des fers, des bouteilles. En tout cas, tout ce qu'elle gagne, elle te tape avec. Des bouteilles, et pendant ce temps, les personnes qui vivaient avec elle ne réagissaient pas? Non, mais ce sont ses enfants avec son mari. Vous prépariez à manger ou vous faisiez juste le ménage? Non, je ne fais pas manger. Je ne préparais pas. C'était le ménage. Il n'y avait pas moyen de s'échapper, rien? Non. C'était ici dans la cuisine, je découpe les ingrédients et après je lave la voiture, je fais le lessive, je repasse. C'est tout ça là mon travail. Bon, moi je peux comprendre qu'elle vous donne des charges énormes de travail, mais à vous frapper sans raison. Pas pour plaisir. Je ne comprends pas en fait. Mais elle dit qu'elle t'a acheté avec son argent. Mais bon. C'est ce que tu es venu faire. C'est toute une autre mentalité. Ça dit que ce n'est pas de travail là seul que tu es venu faire. Donc tu travailles, on te frappe. Tu es une esclave. C'est une esclave, tu dois. Même l'esclave, avant de la frapper, il faut qu'il y ait un motif. On ne les frappait pas comme ça. Voilà. Alors, est-ce que pendant ce temps, vous cherchiez des moyens pour vous échapper? Bien sûr, parce que tu ne peux même pas t'échapper. Il y a caméra partout et tout est bouclé. Tout est fermé. Tu ne peux pas sortir, la cour est grande. Donc tu ne peux pas sortir. Vous avez tenté au moins un jour, ça vous a traversé la tête de vous? Oui, un jour elle dormait, mais il a fallu prendre la clé pour aller ouvrir la porte, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que quand elle dort, il y a quelqu'un qui est à côté. Quand elle dort, il y a quelqu'un à côté. Mais avant de se reposer, toi-même, on ne te laisse même pas même. On ne te laisse pas. Lorsque tu sors, que tu travailles, ils sont toujours avec toi. Donc, quand on finit de faire tout ça là, avant de se reposer, on s'entend enfermer. Nous avons reçu une jeune dame ici sur le plateau qui a vécu une histoire similaire, mais elle, à son niveau, elle a été victime d'agression sexuelle. Est-ce que ça a été votre cas? Non. Non, jamais. Non. Le monsieur n'a jamais tenté quoi que ce soit? Non. Mais le monsieur vous maltraitait aussi? Le monsieur me frappait aussi avec sa femme. Souvent, tu es au milieu, le monsieur te tape, tu es jeté là-bas, la femme te tape, les enfants. Ping-pong. Alors, comment vous avez fait pour revenir en Côte d'Ivoire, pour sortir déjà? Vraiment, j'ai dit merci à ONG Lizard et c'est grâce à lui. C'est grâce à ONG Lizard que je suis ici aujourd'hui. Parce ça s'est passé comment? J'étais gravement malade quand j'étais là-bas. Bon, tout d'un coup, je me suis réveillée un matin, j'étais malade, j'avais un problème de cœur. Mon cœur battait fort, puisque je ne peux rien faire. Et un bon matin, il m'a dit que bon, tu dois partir en Côte d'Ivoire. Moi, je ne savais pas que j'allais revenir en Côte d'Ivoire vivante. Pour moi, j'allais rester là-bas. J'allais mourir là-bas même. Bon, quand je suis arrivée ici, j'ai su que c'est ONG Lizard. Quand ils ont commencé à mener les enquêtes, c'est là qu'ils ont su qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle ne me fait pas partie, c'est pas bon. Mais celui qui vous a fait partir au Koweït, vous n'aviez plus de contact avec lui? Plus, même ma famille.
J'ai vécu tous les 3 ans là. Je n'étais pas en contact avec, comment on appelle, ma famille, ni personne. Parce que je ne sortais pas, même mes bagages même étaient au dehors. La pluie, quand il pleut, ça chicote, il y a le soleil, tout ça là était au dehors là-bas. Pour ne pas que tu puisses te changer dans la maison. C'est vraiment tout, il n'y a pas lit. Quand je suis partie, il y avait pain sur moi. Ces pains-là, je mettais à terre là pour me coucher. Avec fraîcheur de là-bas, quand il fait froid, en tout cas, il fait froid. Avec fraîcheur de là-bas. Vous avez laissé des gens là-bas encore? Pardon? Vous pensez qu'il y a encore des gens qui sont restés là-bas, dans la même situation? Bien sûr, il y a des gens qui sont restés là-bas. Et quand tu es dans la maison, même quand on te fait sortir, on te chicote, on te pique avec des fers. Quand elle finit, elle te déshabille nul, elle attache tes 2 pieds, 2 bras, elle chicote ta bouche, elle te jette sur le soleil. Pour ceux qui connaissent Koweït, le soleil de Koweït, on te jette sur le soleil. Alors, quand tu es couché sur le soleil, jusqu'à le soir. On est vraiment désolé pour tout ce que vous avez vécu. C'est tellement traumatisant. Quand vous en parlez, on a même l'impression que ce n'est pas vrai parce qu'on se dit qu'un être humain normal, sensé, ne peut agir de la sorte. Alors, donc, vous rencontrez, à la suite de la maladie, vous rencontrez M. Ndri, c'est bien cela? Bon, M. Ndri, lui, il avait déjà fait pour lui. Puisque moi, je n'avais pas contact, je n'avais pas de téléphone, donc je ne savais pas comment les choses se passaient, mais eux, ils faisaient ça derrière moi ici. Et quand, après, elle m'a jeté dans l'avion, et quand je suis arrivée ici, à l'aéroport... C'est parce que vous étiez malade qu'elle a décidé de se débarrasser de vous, en fait. Voilà. Et quand je suis arrivée ici, à l'aéroport, c'est là que M. Ndri a envoyé ses gars pour venir me chercher. Et on m'a envoyé chez eux là-bas. C'est là ils ont commencé à poursuivre, à faire, ils ont attrapé M. Koné. Ils l'ont attrapé, le gars même, ils l'ont arrêté. Celui qui vous avait fait partie au Koweït. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Donc, présentement, c'est depuis janvier 2021 que je suis arrivée, qu'ils l'ont arrêté. Jusqu'à présent, ils ne m'ont rien dit. Je ne sais pas, ils l'ont jugé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne m'appellent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils vous ont tellement fait du bien que vous avez décidé de venir aujourd'hui sur le plateau de Ce Midi. Quand je dis « il », je veux parler de M. Ndri. Également de son ONG. ONG. Voilà. Enfin, quand je suis arrivée, j'étais malade. C'est eux aussi qui ont pris la charge de ma maladie. Ils m'ont soignée. Ils ont fait mes soins. Tout ça là, c'est eux qui ont fait tout ça. Donc, vraiment, 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 je leur dis merci. En tout cas, je demande sur le plateau de Ce Midi de m'aider vraiment à dire merci à ONG Lisat. Et je demande à nos soeurs aussi qui veulent partir là-bas. Vraiment, je leur demande pardon. N'essayez même pas même. Parce que là-bas même, c'est un fer. N'essayez pas. En tout cas, merci pour ce conseil. J'espère que ce témoignage va permettre à plusieurs autres d'éviter ce genre de cauchemar. Monsieur Ndri, dans les loges, il ne sait vraiment pas pourquoi il a été convoqué à la RTI. J'espère que vous ne lui avez rien dit. Non. On est vraiment désolé. Vraiment, Yako. Vraiment désolé. Est-ce qu'on peut encourager Pauline par des applaudissements? Vous avez retrouvé votre famille? Oui. J'ai retrouvé ma famille. Après combien de temps passé en Côte d'Ivoire avec l'ONG? Il a fait plus de 3 mois, 4 mois comme ça, et je me suis retournée en famille. Il fallait vous soigner? Un peu, parce qu'il était très malade, très malade. Il fallait qu'il me rétablisse un peu, avant de me retourner au village. Quand vous dites que vous étiez très malade, physiquement, certainement défiguré, vous avez toujours les séquelles sur le corps, les grosses cicatrices sur le corps. Le plus important, c'est que vous soyez aujourd'hui là, que vous soyez en vie. Ce sont des souvenirs, on va dire, que vous allez laisser derrière vous. C'est vrai que ça fait partie de votre histoire, mais grâce à vous, il y a beaucoup de filles qui ne vont pas vivre ce que vous avez vécu. Et puis nous, on tient à vous dire grand merci d'être venus témoigner. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir M. Ndri. On va donc partir pour la pub et puis à tout de suite.
Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant chroniqueur à C'est Midi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité Seynabou Diop Sow, qui nous vient donc de Dakar. Bonjour. Bonjour. C'est chic, hein? C'est-à-dire, je lui dis bonjour, et puis quand je reviens la troisième fois, je lui dis encore bonjour. Ça va, tout se passe bien sur le plateau? Ça va, comment on dit? Bien. Abidjan, c'est doudé. Ah, franchement, bon, c'est bon, elle ne retourne plus là. Elle ne retourne plus au Sénégal, elle reste avec nous parce que Abidjan est trop doux. Alors, nous allons à présent recevoir notre invité. Notre invité qui se trouve au niveau du plateau annexe que je rejoins maintenant. Oh, c'est quoi ces applaudissements? Monsieur Hervé Ndri Kwaku, bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Tout va bien? C'est un peu stressant. Vous vous posez quelques questions, mais pourquoi on ne me reçoit pas sur le plateau principal et c'est ici? Vous vous posez cette question? Je pose cette question. D'accord. Ce serait quoi la réponse selon vous? Oh, je ne sais pas si c'est une surprise. Franchement, j'ai beaucoup de doutes. Je sens un peu de stress dans votre voix. Voilà, justement. Vous êtes homme d'affaires dans le domaine de l'immobilier, également dans l'événementiel. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien. Très bien? Très bien. Très, très bien, d'accord. Vous êtes également président d'une ONG? Justement. Qui fait quoi concrètement? L'ONG Le ISAT, qui lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. Ok. Et à ce niveau, on va dire, l'ONG existe depuis combien de temps déjà? Depuis le 2 novembre 2017. Si je vous demandais de faire un bref bilan de votre ONG, de vos activités, des actions menées sur le terrain. Ok. Il faut dire que l'ONG Le ISAD a une histoire particulière parce que moi qui suis le président de cette organisation, j'ai été victime de traite des personnes en 2015. C'est lorsque je suis retourné en Côte d'Ivoire. Dans quel pays? Au Koweït. Ah. Et c'est lorsque je suis retourné en Côte d'Ivoire, j'ai décidé d'abord écrire mon vécu, intitulé dans un livre La prison de l'immigration. Et c'est à partir de là que nous avons créé l'ONG Le ISAT qui lutte contre le trafic et la traite des personnes. Depuis que l'ONG existe, nous avons sauvé pas mal de jeunes africains dans plusieurs pays. Je prends le Maghreb, le Golfe et même en Afrique subsaharienne. Donc, au-delà de nos actions, parfois, ces migrants sont victimes de leurs droits. C'est vrai, ils sont allés de façon irrégulière, mais par moment, ils sont emprisonnés et nous intervenons. Et je me rappelle très bien lorsque nous avons libéré 46 jeunes qui étaient enfermés en Tunisie dans une prison qu'on appelle Ouardia. Il y avait plusieurs nationalités dans cette prison. En dehors de ça, nous avons aidé l'année passée 28 jeunes filles comme garçons ivoiriennes qui étaient bloquées en Tunisie, qui sont retournées en Côte d'Ivoire. Et sans compter ceux que nous sauvons dans le Golfe, au Koweït, à Oman. Là où je vous parle, nous avons un dossier sous la main, une Ivoirienne qui est bloquée à Oman qui souhaiterait rentrer en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire les démarches pour la faire rentrer dans son pays. C'est très bien, c'est très très bien. La question que je vais vous poser, puisque vous êtes au cœur, on va dire, de cette problématique, qu'est-ce qui fait que les jeunes ont toujours tendance, malgré toutes ces campagnes de sensibilisation, malgré tous ces décès déclarés pour ces personnes qui vont à l'aventure de façon clandestine, pourquoi ça continue? C'est un phénomène qui est arrivé et c'est pour cette raison, et je dirais même merci pour cette occasion que vous nous donnez ce matin, pour lancer appel à nos autorités. Quand ça ne veut pas, il faut lutter, il faut frapper, il faut corriger.
Parce que même à la maison, quand on a des enfants qui n'écoutent pas parfois, il faut les corriger. Et il faut aussi penser à changer la mentalité de cette jeunesse. Je le dis tantôt que le paradis n'est nulle part ailleurs, mais le paradis, il est ici. Beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui à venir en Côte d'Ivoire, mais pourquoi notre jeunesse ne veut pas rester, veulent forcément aller de l'autre côté, sachant que c'est vrai, on nous promet la vie meilleure là-bas, on nous promet le paradis. Je dirais que c'est un mythe, parce que en réalité, on sait combien de fois ceux qui sont de l'autre côté souffrent. Là, vous l'avez bien entendu, c'est un leurre que d'aller à l'aventure. On est souvent parfois sujet à la mésaventure. Oui. Voilà, donc on a tout ici. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons tout ici. Alors, on a parlé de votre ONG. Je vais vous demander de nous rejoindre sur le plateau principal. Oui. Mais avant, il y a quelqu'un que vous avez aidé, en fait, qui a décidé de vous dire merci. Ah bon? La photo, donc, va s'afficher à l'écran. Est-ce que vous la reconnaissez, cette jeune dame? Oui. Elle a pris du poids. Ah. Parce que je me rappelle quand elle venait, même son chéri ne l'a pas reconnue. Ah, elle avait un chéri. Elle ne nous l'a pas dit. Hein. On y va. Merci d'applaudir très fort Monsieur Hervé Ndri Kwaku, le bienfaiteur de notre invité témoin de ce jour. Il dit qu'elle a pris du poids. C'est vrai qu'il a marqué quand même une pause parce qu'il n'a pas reconnu tout de suite. Ouais. Ouais, je la reconnais. Elle a pris du poids. Même son chéri ne l'a pas reconnu. C'est comment? Vous êtes toujours ensemble ou bien? Ou bien c'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Vous êtes toujours ensemble. Il est toujours fin. Non, j'ai. Et toi? Et voilà, Monsieur Hervé Ndri Kwaku, cette jeune dame a tenu à vous rendre hommage publiquement sur le plateau de C'est Midi, sur la chaîne nationale, pour ce que vous avez fait pour elle. Mademoiselle, on vous écoute. Allez-y. Dites-le lui de vive voix. C'est pas facile. Hein. En tout cas, Monsieur Ndri, je tiens devant toute la nation. Je vous dis merci. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour les autres. Je vous dis merci. Et je prie Dieu pour que ONG Lizard ait la bonne santé, le courage toujours avec la force de sauver les autres qui sont là-bas. En tout cas, je dis merci. Monsieur Ndri, oui. Que pouvez-vous rajouter à la suite de Pauline? Bien. Vous savez, toutes les actes qu'on pose dans la vie, bons ou comme mauvais, ça nous suit dans la vie. Raison pour laquelle on dit, tout ce qu'on sème, on le récolte. Tout n'est pas l'argent. Mais sauver une vie, chez moi, c'est comme si je venais de sauver toute l'humanité. Et cette reconnaissance, ce n'est pas permis à tout le monde. On en a sauvé plusieurs. Comme la Bible nous dit, Jésus a sauvé plusieurs personnes. Il n'y a qu'une seule personne, lépreux, qui a retourné pour lui dire merci. Et si aujourd'hui, notre jeune sœur a eu cette pensée, je rends gloire à Dieu. Amen. Très rapidement, Pauline, aujourd'hui, vous exercez quelle activité? Bon, c'est la coiffure. J'ai fait ça à la maison un peu. Pour ceux qui ont besoin de moi à la maison, je me débrouille un peu. Puisque je suis venue, je ne suis pas encore en bonne santé d'abord. Donc, j'ai fait un peu. Je n'ai pas encore mon salon, mais c'est mon souhait d'avoir mon salon. Pauline, je suis sûre que son histoire vous a profondément ému. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à la soutenir, à l'aider à se relever et à se faire une place au soleil. C'est notre sœur. Donnons-lui de la force. On se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. Et voilà, je profite donc de l'occasion pour saluer l'ONG Espoir Afrique, dont le fondateur et responsable est M. Koulibaly Brahima. Voilà, Koulibaly Brahima, l'événement, une cérémonie de remise de dons alors qu'il n'a de
prévu pour le samedi 28 mai à partir de 9h. Et puis également avec nous dans ce studio, l'Institut des hautes études de commerce et de management, Samuel Ouli, des 2 plateaux ballons. Le responsable, c'est M. Satom. L'événement, l'Institut organise leur bal de fin d'année le 25 juin 2022 à Cocody. Et puis, on a aussi l'Institut Saint-Jacques de Cocody. Leur délégué, c'est vous? Vous attendez que je finisse d'abord. D'accord. Le délégué, mademoiselle Kalou Marjorette. L'événement, l'école jouera donc son match retour contre l'école AIBS à 8h au sein de l'établissement. Petite information, la Lys a remporté, a gagné son match hier, c'est ça? 2-1. Le Lys. Il jouait contre qui d'ailleurs? André Azida Bangourou. Contre Bassam. Ah, Bassam. Contre Bassam. Bah, bravo, ça commence bien. Vous suivez l'actualité sportive ivoirienne? Je ne suis pas très sport. Vous n'êtes pas très sport, mais vous étiez quand même tout de même très, très heureuse pour la qualification. Absolument, ouais. J'imagine. Ouais. Ça, ouais. Tout le Sénégal était en ébullition. Ouais. C'est clair. Vous retournez quand à Dakar? À samedi, s'il plaît à Dieu. Philo, comment on peut faire pour qu'elle reste? Ah, il faut que... Il ne faudrait pas qu'on dise Abidjan et Doux, mais on dit Abidjan et Doudou, elle va rester encore plus passer à la... Mais on va en discuter après l'émission. On va tout faire pour la retenir. En tout cas, je vous adresse nos remerciements, vraiment, pour nous avoir accueillis aussi chaleureusement, pour nous avoir invités sur le plateau de ce midi. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'émission? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'émission? Oui, on a aussi une émission de ce genre. On a plein de genres d'émissions comme ça. Mais comme j'ai dit, nous sommes venus voir l'expérience de la télévision ivoirienne. C'est cela. Et ce n'est qu'un début. J'imagine que cela va aller crescendo. La coopération entre la RT et la RTS, ce n'est pas encore fini. Et nous saluons également l'amitié sénégalo-ivoirienne, vu les liens qui unissent nos 2 présidents. C'est cela. Donc, vive le Sénégal, vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Très belle fin. Merci infiniment. Je rappelle que Mme Seynabou Diop Sow, elle est journaliste, conseillère du directeur général chargé de la coopération. Elle a été présentatrice du journal télévisé de 20h pendant 20 ans, de 1992 à 2012 au Sénégal. Et voilà, donc son actualité, elle est venue pour un partage d'expérience. Elle est en immersion par rapport à s'inspirer du modèle de RT Distribution. Voilà. La délégation est là. On me fait dire que la délégation est là. On peut oui, je suis avec des collègues. Oui. Nagadef. Merci en tout cas de votre présence sur notre plateau. Merci également à M. Ndri. Vous voudriez rajouter quelque chose avant de partir? Avant de partir, je voudrais dire merci à Caroline et toute son équipe de ce midi. Nous vous en prions. Que Dieu vraiment vous bénisse et Amen. Tout ce que vous faites. Et beaucoup de courage aussi à notre jeune sœur. Je pense que tu es arrivé chez toi maintenant. Dieu fera le reste. Aie confiance. Et nous sommes là. Quand tu peux m'appeler, il faut m'appeler. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Lui au moins. Alors Pauline, comment ça s'est passé quand vous avez retrouvé votre famille? Moi, j'étais en joie. J'étais en joie. Et votre maman? Elle également, elle était en joie aussi. Parce qu'elle ne pensait pas qu'elle allait me... Elle se disait que vous étiez peut-être décédée, c'était ça? Et ça a été une grosse surprise pour elle. J'imagine les larmes ce jour-là, des larmes de joie. Et comment vous vous voyez dans 5 ans? C'est-à-dire si on vous donne aujourd'hui les moyens pour pouvoir développer votre activité. Dans 5 ans, vous voyez quel genre de femme? Franchement, si je gagne ça, dans 5 ans, je vais pouvoir aider les autres aussi, ceux qui ont besoin de mon aide. Et votre ONG aussi? Je vais pouvoir aider, je vais dire merci à M. Ndri et je vais dire merci à ONG Lisa parce que c'est grâce à eux que je suis vive. Donc je leur dis toujours merci.
Merci beaucoup, merci Pauline Yabré de nous partager votre témoignage avec nous. On vous souhaite bon vent pour la suite. On vous souhaite également de bien vous porter. S'il y a des psychologues aussi qui souhaiteraient la suivre, n'hésitez pas à nous appeler, à appeler le numéro de la RTI. Merci à vous, madame. Bon retour à Dakar. Merci à notre public, à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Je vous dis donc au revoir. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Et puis on se retrouve demain pour un autre numéro de Ce Midi. Bye bye.